Nous sommes en août 2020, dans une ambiance politique et sanitaire très particulière, puisque les citoyens sont amenés à porter des masques et avoir des gestes barrières. Alors, je suis un spécialiste de la relation, je suis un spécialiste de la résolution des conflits, et donc, à ce titre-là, je sais ce que c'est qu'un risque. Je sais ce que c'est qu'un risque relationnel. Et c'est en tant que spécialiste du risque relationnel, de la résolution de conflits, que j'aimerais attirer votre attention sur le sens des choses et comment vous pouvez être amené à rentrer dans une dynamique, dans une logique, sans vraiment porter attention à ses conséquences. Alors, je vais partir des risques psychosociaux. En 2004-2008, il est apparu un nouveau concept qui est entré dans le monde des entreprises et a contaminé, je peux le dire de cette manière-là, avec ce terme-là, puisque c'était déjà comme ça que je le disais avant ce contexte particulier du coronavirus Covid-19, qui a contaminé la culture d'entreprise. À un moment donné, il est apparu que des personnes étaient particulièrement agressées, vivaient des situations et des relations comme du harcèlement. Alors, de fait, il y avait des pratiques managériales qui étaient très problématiques, puisque pour amener ou pour pousser une personne à l'extérieur de l'entreprise, pour la faire démissionner, certains managers et certaines directions d'entreprise mettaient en œuvre une politique, une stratégie, une méthodologie qui était vraiment très désagréable à l'égard des personnes qu'elles voulaient faire partir. Alors, bien sûr que le monde de la psycho, le monde de la sociologie s'est intéressé à ces types de comportements. En 2008, des législations sont apparues, notamment avec la loi sur le harcèlement moral et les œuvres littéraires de Irigoyen, une éminente psychanalyste, qui a réfléchi à l'idée que des personnes pouvaient être porteuses d'un comportement qui était fondamentalement désagréable à l'égard de certaines personnes et qu'il y avait du harcèlement dans les entreprises. Et à partir de là, l'idée est venue qu'avec une transposition de tout le vocabulaire de la psychanalyse, de la psychologie comportementale aussi, eh bien on s'est dit qu'il y avait des personnes qui étaient vraiment perverses. Et qu'il y avait donc ces personnes-là qui étaient agressives à l'égard d'autres personnes qui en étaient victimes. Et un système de pensée s'est développé. Il y avait des personnes qui étaient victimes, d'autres bourreaux, harceleurs, et puis d'autres qui étaient sauveurs. Et c'est le modèle de Stephen Karpman qui s'est propagé dans le monde de l'entreprise et qui a pris autorité pour regarder les comportements de tout un chacun. Et il a été bien dit que tout un chacun pouvait avoir des aspects potentiellement pervers, potentiellement narcissiques, alors qui n'est pas un peu agressif à l'égard de quelqu'un, qui n'est pas désagréable envers quelqu'un qu'il ne veut plus voir, qui n'a pas une vision de lui-même comme étant évidemment le centre du monde. À tout moment, on peut considérer que les personnes peuvent être comme ça. Alors c'est une manière de voir les choses. Et c'est vrai que c'est tellement propagé que dans le monde de l'entreprise, ça a finalement pris. Et des lois ont été adoptées pour protéger les victimes de harcèlement moral, de harcèlement sexuel et de tout type de comportement répété qui pouvait nuire à une personne. Alors, je ne dis pas qu'il n'y a pas de comportement de cette nature-là, et je ne dis pas qu'il y a des personnes qui subissent ce genre de comportement. Je dis, attention, regardons comment c'est arrivé. Et quand c'est arrivé, moi j'étais déjà sur ce développement de la médiation professionnelle avec une approche
qui est particulière, qui considère que les personnes ne savent pas forcément faire autrement que ce qu'elles font, qu'elles n'ont pas appris, qu'elles sont potentiellement maladroites et qu'elles sont bien intentionnées par rapport à elles-mêmes. Alors, à partir de ce triptyque d'observation des personnes, eh bien, on a une autre manière de regarder les choses, c'est-à-dire que ce que j'ai proposé en regard de l'approche de l'idée du harcèlement moral, de la mauvaise intention des personnes à l'égard d'autres personnes, c'est de regarder que les personnes ne savent pas. Et au lieu de regarder les choses en disant en fait il y a des risques psychosociaux, j'ai proposé de promouvoir la qualité relationnelle. Alors, vous avez bien compris que les risques psychosociaux sont l'évolution d'une pensée qui est liée à des risques professionnels, et puis on s'est dit, mais en fait, les relations peuvent poser problème. Donc il y a des risques relationnels. Tout le monde présente un risque relationnel à l'égard d'autrui. Alors quand on dit ça, bien, on dit quelque chose, excusez-moi si l'actualité se télescope, mais on dit quelque chose de très particulier, c'est de très clair aussi, c'est que toute personne présente un risque à l'égard de tout autre. C'est un climat de méfiance, de défiance à minima, qui s'instaure. Je vais me méfier des autres, je vais faire attention, je vais être dans une dynamique de précaution, de prévention en fait. Parce que je me dis, mais et si l'autre a un comportement désagréable et qu'est-ce qu'il a voulu me dire éventuellement pour me nuire? Parfois, quand on n'est pas bien dans notre existence, on peut très bien se dire des choses comme ça. Quelqu'un dit quelque chose, ça a potentiellement qu'un seul sens, mais potentiellement ça a un double sens. C'est tout à fait possible. Alors que qu'est-ce qui se passe dans la tête de l'autre, on ne sait jamais. Mais avec le système des risques psychosociaux, on attribue une intention à celui qu'on met en cause. D'ailleurs, il est appelé le mis en cause. Il y a la victime et le mise en cause. Et puis, dans l'approche de la qualité relationnelle, moi ce que j'ai proposé, c'est une approche pédagogique. Alors, je reviens un petit peu sur l'approche des risques psychosociaux. Quand il y a un risque, et puis qu'on a prévenu les gens qu'il y avait des risques, et puis qu'ils ne respectent pas un certain nombre de comportements, eh bien, on va les punir. D'ailleurs, c'est ce qui a été fait. On a envisagé des textes de loi avec des sanctions. Ce qui signifie procès, lourdeur, entretien de la dynamique, entretien de la victimisation, entretien de la victimisation, entretien de la culpabilisation, de l'accusation, et ça fait un climat complètement délétère qui est entretenu pendant longtemps, pendant des procédures. J'ai connu des personnes qui ont vécu pendant 10 ans des procédures pour harcèlement moral, pour dire, mais toi, on ne veut plus de toi dans l'entreprise, et la personne veut rester dans ce poste-là, mais dans la direction de l'entreprise, il n'y a plus d'entente. Donc le problème, c'est de savoir qu'est-ce que va devenir la personne. Et comme elle se sent victime de harcèlement, parce qu'elle ne veut pas partir, en fait, tout simplement, eh bien, elle se dit, moi, je suis légitime à rester dans cette entreprise, et la direction n'est pas légitime à vouloir me faire partir. Donc, c'est savoir comment on peut composer. Alors, ce que je dis ici, c'est qu'il y a une toute autre approche qu'il est possible de faire, une approche d'ordre pédagogique. Et cette approche pédagogique, elle consiste à introduire la qualité relationnelle. La qualité relationnelle, ça signifie qu'on va identifier un référentiel qui fabrique, qui élabore, qui conçoit la qualité relationnelle avec la confiance qui va se déployer, et on va entretenir de bonnes relations avec autrui. Si on ne sait pas comment est composée la qualité relationnelle, bien, on peut très bien être dans une dynamique de qualité relationnelle et puis arriver à un moment donné avec quelques accidents dans la relation, dans la communication, dans la manière de s'adresser à autrui, et puis petit à petit ça va se dégrader. Donc dans la qualité relationnelle, il faut comprendre qu'il y a tous les indicateurs de la dégradation relationnelle. Et là, on enseigne. C'est-à-dire qu'on n'est plus dans la dynamique de punition, on est dans la dynamique d'enseignement, d'apprentissage, d'appropriation.
Et c'est ça la différence qu'il y a. C'est qu'on n'est pas en train de dire que des gens sont naturellement pervers. On a vu qu'il y a eu des icônes de la perversion, mais en réalité, ces accusations, elles ne sont pas tombées, mais on voit bien qu'elles ne tenaient pas en réalité. Parce que dire qu'une personne est perverse parce qu'elle a eu des comportements qui ont été considérés par des experts, mais en fait des experts de quoi? Des experts de l'interprétation. Eh bien, cette personne était perverse, et puis on s'est aperçu qu'en fait, cette personne, elle vit très bien par ailleurs. Donc c'est le contexte, c'est l'environnement qui parfois amène des personnes à avoir des comportements qui sont inacceptables pour autrui. Mais c'est ce télescopage qui fait que quand on ne sait pas faire autrement pour pouvoir amener une personne à avoir un comportement qu'on souhaiterait qu'elle ait, eh bien on risque d'avoir, et c'est là que paraissent les risques, on risque d'avoir des comportements inacceptables de dégradation de la relation. Et puis c'est le phénomène de surenchère, c'est-à-dire qu'on en rajoute. Mais tout ça, il faut bien revenir au point de départ, les personnes ne savent pas. Et c'est ça que je voudrais faire passer et faire comprendre, c'est qu'aujourd'hui, il y a plein de choses qui se passent qu'on ne sait pas, et il y a des décisions qui sont prises qui ne correspondent pas à la réalité. La dégradation relationnelle, c'est pas de la perversion, c'est de l'incompétence relationnelle. La surenchère, l'entêtement, c'est pas quelque chose de volontaire, c'est un cycle qui se rajoute et qui fait que la personne est de plus en plus aggravée dans des comportements inacceptables. Mais remarquez bien que celui qui se trouve victime de cette autre personne qui a des comportements inacceptables, elle ne sait pas non plus y faire face. Parce que si elle savait y faire face, elle ne se retrouverait pas dans une situation de victimisation, dans une situation de subir. Elle ne serait pas dans une situation de fatalisme. Elle pourrait tout simplement s'affirmer et dire à la personne, ça c'est inacceptable, vous faites ça, etc. Et à chaque fois qu'il y aurait un comportement inacceptable, elle pointerait le comportement, elle ne dirait pas je suis victime de ce comportement. Donc, ce que je vous propose de regarder ici, c'est l'idée de la démarche des risques, de l'idée du risque qui est enfermant, qui peut même devenir obsédant, au point de prendre des mesures, d'adopter des lois qui dégradent la relation entre des personnes, mais la relation sociale, la vie politique, c'est-à-dire la vie dans la société. J'attire votre attention là-dessus, et je vous souhaiterais que vous pensiez en termes de qualité relationnelle, et que vous pensiez que la qualité relationnelle, c'est de l'anticipation. C'est-à-dire que, tout à l'heure, j'ai cité l'exemple du port des masques et des gestes barrières. Je voudrais rappeler que ce sont des métaphores. Le masque, il y a plein de critiques sur le fait de le porter ou de ne pas le porter, le fait de l'avoir toujours sur le visage et d'avoir toujours le même masque dans la poche. Dans les milieux hospitaliers, il serait sidéré. Vous imaginez un médecin en train de mettre un masque qu'il aurait déjà dans la poche, c'est pas très sain, c'est pas hygiénique. Hein, c'est comme si vous portiez un mouchoir que vous avez déjà utilisé. Ça va pas, il y a quelque chose qui va pas dans cette idée-là. Mais je voudrais revenir tout simplement sur la métaphore des gestes barrières. Regardez comme c'est étonnant. Le geste barrière consiste à créer une méfiance, à valider la distanciation sociale, c'est-à-dire éloigne-toi de moi, ne te rapproche pas de moi, parce que tu es potentiellement un danger. C'est comme les risques psychosociaux. C'est-à-dire que maintenant, chacun devient un risque pour un autre. Et dans la société, ça devient très problématique. Il faut penser autrement. Il faut penser en termes de confiance et en termes de prophylaxie. C'est le vrai terme qui conviendrait, et ne pas prendre cette métaphore du geste barrière qui élève les barrières et puis qui légitime le fait de fermer les frontières. Hein, en escalade, en surenchère, toujours pareil. Le geste barrière, c'est tout simplement la réalité. Revenons-en à quelque chose qui, quand j'étais enfant, eh bien, on m'avait appris un mot qui était assez barbare, que j'ai cité, la prophylaxie.
C'est-à-dire que chacun doit être attentif à la manière dont il se comporte quand il est malade, quand il n'est pas bien. Et quand on voit, par exemple, on se dit, mais il y a des gens qui peuvent être porteurs sains, etc. Nous sommes tous porteurs de quelque chose. Et comme les risques psychosociaux, en réalité, chacun peut avoir des comportements désagréables. La distance, c'est savoir aussi s'affirmer face à l'autre. Mais c'est pas en contraignant les personnes qu'on va arriver à créer un climat social agréable, une vie agréable, une vie faite pour l'entente entre les personnes. Donc je vous invite vraiment à réfléchir et à vous dégager de cette idée du risque et de rentrer dans la recherche de la qualité de vie et de la qualité relationnelle.